Madame Pilar Sorette, elle a travaillé dans le secteur du tourisme dans des projets de planification et de formation. Depuis 2001, elle travaille dans des projets de tourisme pour tous. En fait, au cours des derniers 7 ans, dans l'entreprise Fundursa Accessibilidad de la Fondation ONCE. Elle fait partie de la commission du tourisme de CERMI, qui est l'association qui représente les intérêts de toutes les associations de personnes handicapées en Espagne. Alors, bienvenue. Merci. Pardon. Bon, merci. Je vais essayer... Ça va? Ça marche? Voilà. Je vais essayer, comme française, de m'exprimer en français. J'espère que vous allez me comprendre. En plus, je suis pas mal enrhumée. Et je vais commencer par la fin, d'accord? Je n'ai pas beaucoup de temps et on a écouté vraiment des prestations très intéressantes. Dans tout ce temps, j'ai changé un petit peu ce que je voulais vous transmettre. Et la fin, c'est le message, c'est l'objectif. Le message, la conclusion, c'est que oui, on peut travailler pour que les villes qui sont patrimoine de l'humanité soient accessibles. On peut réussir beaucoup de succès. Et la question, ce n'est pas une question technique. Je crois que maintenant, dans cette époque, dans cette année, on a déjà, et on a eu déjà aujourd'hui plein d'exemples que c'est possible techniquement de faire accessible pratiquement tout. On voyait maintenant plusieurs exemples de la nature, des bâtiments historiques, les villes, etc. C'est plutôt une question de vouloir, c'est plutôt une question d'avoir les possibilités, et c'est aussi une question de savoir gérer ces possibilités, ces moyens économiques, ça c'est vrai. Je vais vous parler un petit peu comment ça se fait chez nous en Espagne. Donc, on a beaucoup de choses qui ont été bien faites, et bien sûr, il y a d'autres qui ne sont pas du tout bien faites. Voilà les moyens. Je disais, on a la volonté, on a les moyens. Et chez nous, en Espagne, il y avait une petite introduction qui c'était la Fondation ONCE, je le passe, mais je crois que c'était important pour savoir, parce que chez nous, depuis 1990 jusqu'à 2011, on a eu un projet, un plan, qui a été financé par la Fondation ONCE, par le ministère des Affaires sociales et au début, les premières années, par l'Union européenne, pour faire que les villes et les universités de l'Espagne deviennent plus accessibles. Et ça a duré jusqu'à 2011. On a une crise économique, je crois que tout le monde a entendu parler. En Espagne, c'est vraiment catastrophique, tout ce qui a fait dans les services publics. Et notamment tout ce qui est handicap, accessibilité et d'autres questions qui ont lié à l'handicap. Donc depuis 2011, c'est fini ce projet. Mais dans tout ce temps, il y a plus de 800 villes qui ont pu profiter de ces fonds économiques et de cette assistance technique. Dans ces 800 villes, c'est vrai qu'il y a pas mal, et Français le sait, et c'est un peu l'exemple qu'il a dit, il y a pas mal de villes qui ont fait des plans d'accessibilité et que voilà, les plans d'accessibilité ont été faits, ont été rédigés et ils ont été gardés dans les placards et on n'a plus jamais su qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres villes qui ont bien profité, qui ont fait les plans et après, les années suivantes, ils ont pu faire des améliorations qui étaient écrites dans les plans. En Espagne, il y a 13 villes qui sont patrimoine de l'humanité et pas mal de cette ville, voilà, et pas mal de cette ville ont profité de ces plans comme les autres 800, presque 800. Je voulais juste mettre un exemple d'Ávila parce que c'est le plus connu dans le monde de l'accessibilité, mais il y a d'autres aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Espagne, il y a Toledo, il y a Cordoue. Ce sont des villes très anciennes, chacune avait de différentes conditions. Ávila, c'est une ville de Moyen-Âge qui est entourée par un rempart, qui est très haute. C'est la ville la plus haute de l'Espagne.
et qui a plein de, disons, problèmes. Si on pense à l'accessibilité, on pourrait dire, oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est juste un endroit où il ne faut pas penser à faire accessible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas dire que c'est tout parfait. Mais c'est comme la nature aussi. Il y a pas mal de parcs nationaux qui deviennent plus accessibles et qu'il y a toujours des choses à faire. Il y a quelque chose qu'on fera jamais. Avila, c'est un bon exemple et qu'on a voulu faire les choses. Et moi, je voudrais dire, il y a des choses qui ne sont pas écrites ici, mais que ça part notamment de la volonté du maire. Et ça, je ne sais pas si ça arrive dans d'autres pays, malheureusement. Malheureusement d'un côté, mais d'autres, c'est bien. Mais c'est vrai que beaucoup des initiatives partent parce qu'il y a une personne qui vraiment veut le faire, soit des entreprises, soit dans la société, l'administration publique, etc. Et là, c'est un maire qui a voulu vraiment travailler sur ça. Et Avila, c'est la ville qui a, peut-être, je crois que c'est la première ville en Espagne, qui a eu un conseiller municipal spécialisé en accessibilité depuis 8 ans. Maintenant, il y en a d'autres, mais c'était la première. Parce que c'est très bien le discours de l'accessibilité, c'est transversal. J'imagine que c'est un discours qu'on a tous. Mais quand c'est transversal, on a le risque qu'il n'y a personne qui vraiment tire, il n'y a personne qui vraiment veut travailler pour que ça soit prioritaire. Parce qu'une chose ne quitte pas l'autre. Une chose, c'est transversal, mais c'est prioritaire. Et des fois, on ne travaille pas de cette manière. Donc, on a un conseiller, une conseillère dans ce cas, qui a beaucoup travaillé pour que ça se passe. Et qui vraiment, il est dans tous les différents conseillers de la municipalité pour réussir ce qu'elle veut en ce qui est l'accessibilité. Voilà. Avila a eu le prix de, ça c'est bon, l'Union européenne, il a des prix des villes accessibles en Europe. Le premier, c'était Avila qui l'a gagné. Mais ce que je voulais remarquer, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé tout ce qui est l'urbanisme et l'architecture, parce qu'ils ont profité, notamment pour l'urbanisme, ils ont profité de ces plans d'action et de l'insertion de Fondation 11, qui avait l'argent derrière, mais ils ont aussi profité d'autres aides. Parce qu'il y a une autre association, voilà, une association privée en Espagne, ACS Foundation. Hier, Marina Diota-Levi, de l'Organisation mondiale du tourisme, il en a parlé aussi, de fondation. Ça, c'est un des plus grands groupes, importants groupes de construction de bâtiments en Espagne, et qui a une fondation qui aide notamment pour récupérer tout ce qui est les bâtiments historiques et qui soient accessibles. Donc, dans cette ville, ils ont profité pour améliorer, merci, j'arrive pas, merci. Pour améliorer, tout ce qui est urbanisme, notamment aussi des bâtiments publics, disons des écoles, la mairie, etc., avec les plans, avec le ministère des Affaires sociales et la Fondation 11. Et puis, ils ont profité de cette fondation, ACS, pour les bâtiments historiques. Ils n'ont pas oublié les transports non plus. Il y a aussi ici, ils ont aidé les privés pour qu'il vraiment il y ait des taxis adaptés. Chez nous, ça s'appelle en Espagne Eurotaxis. Et ce qu'ils ont fait, c'est de ne pas toucher les impôts pour les taxistes qui décident d'adapter leur voiture pour avoir un taxi adapté. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'était une solution qui, dans ce moment, a marché. De la même manière, ils ont travaillé pour améliorer la gare de bus, ainsi que tout ce qui est les places de gare pour les privés. Ils ont aussi travaillé tout ce qui est la communication avec les nouvelles technologies, mais aussi la communication avec, disons, pour tous de manière traditionnelle. Là, il y a, la dame demandait tout à l'heure, il y a des faits, et comme Frances racontait, il y a des faits qui vraiment, quand ils sont verts, il y a une sonorisation pour les personnes qui en ont besoin, et seulement s'ils veulent, s'ils l'utilisent avec un truc, je ne sais pas comment on dit ça en français, spécial, ou bien avec les iPhones.
Et de la même manière, il y a l'information pour les musées, etc., d'audioguides, aussi pour les personnes sourdes. Ils ont beaucoup travaillé tout ce qui est les centres d'information touristique. Comme je vous disais, ce n'est pas la seule ville, il y en a 13 en Espagne. Et je voulais ici aussi dire une petite question à propos de ça. En 2006, les 13 villes ont demandé à la Fondation 11 de faire une étude pour voir l'accessibilité des principales routes touristiques dans les respectives villes et faire un guide pour que ça serve pour les touristes et aussi un guide qui serve pour les architectes municipaux, pour les responsables des municipalités pour améliorer l'accessibilité. La réalité en 2007, qui s'est fini le projet, c'est que vraiment les routes touristiques les plus visitées dans ces villes n'étaient pas tellement accessibles. Parce que vraiment, ce sont des endroits avec un environnement problématique. De telle manière qu'ils ont décidé d'utiliser les rapports pour améliorer les routes. Dans un cas, oui, dans un autre, pas tellement. Mais ils n'ont pas fait partir de cette information aux touristes. Et quelques années plus tard, je crois que c'était l'année passée ou ça fait 2 ans, ils ont fait d'autres analyses pour voir vraiment des itinéraires qui soient importants, qui soient d'intérêt plutôt, et qu'il y ait un niveau d'accessibilité suffisant pour que les touristes, tous les touristes peuvent visiter. Et maintenant, dans la page website des villes patrimoine de l'humanité en Espagne, et il y a une partie où on peut vraiment voir toutes ces routes accessibles dans chacune de ces villes. Et voilà, j'ai fini comment j'ai commencé, et je crois qu'il n'y a aucun doute. Il y a toutes les solutions techniques pour faire vraiment que les villes historiques, des bâtiments historiques, peuvent devenir accessibles. Il manque pas, c'est pas qu'il manque, il faut la volonté. On a vu dans plein de tous les bâtiments, vraiment, on a le chauffage, on a l'électricité, on a plein de choses qui sont vraiment, on pourrait peut-être penser que ça ne va pas avec la conservation et qu'il n'y a pas eu de doute. Il faut des moyens. Chez nous en Espagne, il y a eu les moyens économiques pendant plusieurs années. On ne les a pas tellement. Il faut la volonté, qu'il y en a beaucoup de cas, il y a aussi, mais il faut savoir utiliser, qu'on ne le sait pas toujours. Merci de votre attention. Merci. Alors, merci Pilar. Est-ce qu'il y a une question pour Pilar? Si oui, alors une question à l'arrière. Merci. C'est encore moi, désolée. Je voudrais poursuivre cette accessibilité à la connaissance de ces villes, notamment patrimoniales, pour les personnes handicapées visuelles et par rapport à des outils polyvalents de représentation de ces villes. Parce qu'aller dans les villes et puis entendre de la signalétique au feu, bon, peut-être, mais c'est quand même très basique. Quand on va visiter une ville, c'est pour la connaître, c'est pour l'apprécier et c'est pour approfondir son contenu. Or, quand on ne voit pas, on a besoin d'avoir des outils de représentation. Je voudrais citer simplement une petite expérience. Il m'est arrivé de passer à Brasilia. Et c'était absolument fantastique parce que je suis allée à l'Office du tourisme et à l'Office du tourisme, j'ai trouvé un plan en relief qui était utilisé par l'ensemble du public avec quelques boutons sonores et qui expliquait à la fois l'historique et la structure aussi de cette ville. Donc, chaque fois que je vais quelque part, moi, je suis très intéressée à savoir où je suis et de quoi cette ville est faite et qu'est-ce qui en fait sa spécificité. Or, c'est ce que j'attends, notamment dans une ville patrimoniale. Avez-vous rencontré des outils de ce type? Oui. Bon, là, les plans en relief dont vous en parlez, disons, comme je disais tout à l'heure, les solutions techniques, on les a. Et on n'en a pas tellement mais, en Espagne,
par question, disons, économique. Ce qu'il y a partout, c'est des maps en relief, mais pas tout à fait avec la signalisation sonore, d'accord? Il y en a beaucoup de représentations. En Avila, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs plusieurs églises, il y a la cathédrale, il y a pas mal de musées. Et là, c'est qu'il y a ces représentations dans des petites pièces, disons. Là, par exemple, l'église de Saint-Vicent. Et c'est dans une petite maquette pour que toutes les personnes peuvent les toucher, disons. Et puis, il y a des visites guidées avec des personnes spécialisées à l'heure d'interpréter pour des personnes qui ne voient pas. D'accord. Une dernière courte question, parce qu'on m'a fait signe qu'on vous êtes attendus tous pour le déjeuner. Donc, une courte question, une courte réponse. Je vais aller vite. Bonjour, bienvenue. J'ai une préoccupation par rapport aux bâtiments historiques, parce que ici, tout ce qui est... On a des normes qui ont été établies, mais les normes vont pour ce qui va être bâti et non pas s'appliquer à ce qui a été bâti. Et il y a même des exemptions sur les bâtiments historiques pour protéger le caractère historique des bâtiments. Alors, je suis très intéressé à savoir comment vous avez pu convaincre ou réussir à garder ce caractère historique tout en rencontrant les obligations pour avoir un bâtiment accessible. Ça, c'est une question qui se débat chaque fois dans chaque ville, vraiment, parce que chez nous, c'est pareil. Il y a des lois qui sont pour protéger les bâtiments historiques. Mais après, il y a des endroits où vraiment, quand ils s'assoient, les techniciens de la ville, disons, avec les techniciens de protection, qui c'est de l'État, de l'Espagne, il y a eu des cas où on n'est pas arrivé à avoir une solution, et il y a eu des cas où c'est arrivé. Disons que c'est plutôt une question il y a des solutions techniques qui sont trop frappantes, ça c'est vrai, mais il y a d'autres qui ne sont pas tellement, et que c'est un consensus d'aller en cherchant. Par exemple, en Avila, il y a les remparts, qui c'est Moyen-Âge, qui est protégé, etc. Et on a réussi à avoir un ascenseur, et on a réussi à que celui marche. Il y a une petite, comment on dit ça, il y a un ascenseur, il y a une passerelle, je ne sais pas si vous comprenez ça, pendant quelques centaines de mètres. Et là, il n'y a pas eu de problème, et après, il y a d'autres où on n'a pas réussi, on n'a pas arrivé à le faire. Mais c'est dans chaque cas, mais c'est aussi un problème. Il y a d'autres villes où c'est beaucoup plus, et a été beaucoup plus difficile, vraiment, à le faire. Alors, écoutez, on nous demande de conclure. Alors, merci beaucoup à tous les présentateurs et vous êtes donc les bienvenus attendus pour le déjeuner.